Bonjour mes amis et bienvenue à nouveau, c'est lundi. Bon lundi à vous. Je ne plaisante pas. Ces informations aiguilleront votre journée et votre semaine. Il y en avait tellement que j'ai dû laisser de côté d'autres informations importantes. Nous avons une frappe massive sur un port pétrolier russe et un raid d'hélicoptères Black Hawk à Pokrovsk mené par les forces spéciales ukrainiennes. Nous avons une attaque de sabotage en profondeur à Moscou. Des pipelines alimentant la ville en diesel, essence, pétrole et kérosène. Et ils ont pris des photos de la forteresse de sécurité juste pour provoquer les forces, juste pour les troller. Aujourd'hui, c'est fou. Entrons dans le vif du sujet. Nous allons commencer par le port pétrolier de Tuapse. Comme je l'ai mentionné, les Ukrainiens l'ont frappé avec des drones. Il s'agit d'un port qui charge du pétrole sur des navires qui le transportent à travers la mer Noire, par le détroit turc ou vers le reste du monde. Quiconque veut acheter, en gros, ce port est responsable d'une grande partie des exportations de pétrole russe. Vous pouvez voir l'emplacement juste ici. Regardons aussi la photo. Voici la photo prise au moment de l'attaque. Si j'ignorais tout, je dirais que c'est une guerre nucléaire et un champignon atomique. Si une telle photo sort de Russie, ça me réchauffe toujours le cœur. J'espère que ça vous réchauffe le cœur aussi. Ici, on voit les conséquences du lendemain. Car non seulement le port a été attaqué par des drones, mais aussi un pétrolier touché à plusieurs reprises, provoquant un incendie à bord. Et ça, malheureusement, c'est le pétrole qui s'est déversé dans la mer Noire. Vous pouvez le voir clairement. Ça me rend triste. Évidemment, je n'approuve pas la fuite de pétrole, mais que veux-tu faire? Tu veux faire une omelette? Il faut casser quelques œufs russes. Voici une photo satellite de, je ne sais pas si je le prononce correctement, le Berthe. Comment s'appelle la zone portuaire où il charge le pétrole sur le navire? Le quai de BERTH, la naissance du port. Ce sont les endroits clés et voici le Perth, je crois. Et l'un des pétroliers, pas celui qu'on voit sur cette photo, mais l'un des pétroliers amarrés ou reliés au Perth, a également été touché. Le pétrole a fui ici. Ces lasers rouges ne sont pas de Star Wars, même si j'aurais aimé. Tir de défense anti-aérienne. Je veux dire oui. Les Russes affirment que ce sont les débris qui ont provoqué l'impact et les jolis feux d'artifice, mais non, je pense que c'était les drones ukrainiens et ils n'ont touché personne. Ne te contente pas de prendre les lasers en photo. Profitons simplement d'une vidéo complète d'eux. Voici Tuapse, des tirs anti-aériens avec des armes légères qui n'ont détruit aucun drone. Regarde ce spectacle de lumière. Tu vas aussi entendre les drones. Magnifique. Merde. Tu l'entends ? J'adore comment le gars qui filmait a entendu le drone et l'a imité avec sa bouche. Genre, tu dois ajouter un effet sonore pour que ce soit plus réaliste alors que c'est toi qui te fais attaquer par le drone. Ça ressemble même un peu aux Allemands. Bombardiers en piqué. Je veux l'écouter encore une fois. Tu entends? Voilà le drone. Pourquoi tu fais ce bruit? Tu veux rendre ça encore plus dramatique? Je veux dire, tu as déjà ce bruit qui vient du drone. Tu n'as pas besoin d'en rajouter. Mais il voulait rendre ça encore plus dramatique. Donc oui, voici d'autres géolocalisations de ce qui a été exactement touché. Je pense que c'est la partie du port appelée le CAM. Laisse-moi te le lire. Le terminal pétrolier maritime de Tuapse de Rosneft a été frappé par les forces aux armées ukrainiennes. Le quai en eau profonde de guerre, c'est bien le quai. Je le savais. Mise en service en 2013 avec la capacité de transborder jusqu'à 7 millions de tonnes par an, sauf pour les navires jusqu'à 250 mètres de long et avec un tirant d'eau allant jusqu'à 15 mètres, il a été touché. L'impact s'est produit sur la passerelle centrale de chargement, qui est le principal centre de transbordement du pétrole et des produits pétroliers lourds entre le terminal, le réservoir côtier et les pétroliers. Donc oui, c'est le lien de connexion entre le réservoir de pétrole à terre et le réservoir de pétrole sur le navire. C'est la façon la plus simple dont je le comprends. Et encore plus de photos pour vous, montrées d'un peu plus loin. Les Russes filment et photographient tout pour nous, ce que j'apprécie vraiment.
Ceci n'est qu'un des sujets principaux que nous avons aujourd'hui. Je ne vais pas vous faire perdre votre temps, car nous allons tout de suite continuer avec Robert Madiar Provdi, le chef de la majorité des forces de drones ukrainiennes. Hier, le 2 novembre, une attaque massive de drones a visé le sol russe. Et cela a été encore plus pimenté par le rapport personnel de Madiar, publié en ligne. Laissez-moi vous le lire et voyons ce qui a été frappé en Russie. Je vous présente le Hongrois, Madiar Provdi, le chef mythique des forces de drones ukrainiennes. Je vous l'ai lu. Vert, coupure de courant. Ce n'est pas effrayant, c'est juste un petit désagrément. Habituez-vous à cela. Mais à travers tout le territoire marécageux, qu'il appelle la Russie d'ailleurs, le vol des oiseaux libres est imprévisible et ne suit pas d'horaire, c'est pour cela qu'on l'appelle l'oiseau ukrainien libre. Les oiseaux SPS ainsi que les autres composantes de l'attaque en profondeur des forces de défense ukrainiennes vous promettent une adaptation rapide, bien que quelque peu forcée. J'adore à quel point c'est poétique, je veux dire j'apprécie vraiment ça. Mais tu t'en sortiras. Torche, lampe de poche, bougie. Au fait, utilisez vos guirlandes à piles préférées comme prévu. Nous ne vous informerons pas pour chaque 750 kW ou 500 kW, etc. Picoré par les oiseaux. Il parle des sous-stations, que si vous en mettez suffisamment hors service, elles plongeront les grandes villes dans l'obscurité. Il travaille là-dessus. Suivez le principe, lumière, chaleur, boum, hiver sombre. C'est un peu comme l'une de ces soirées de poésie bizarre ici, je veux dire, où des poètes au hasard, dans des poètes amateurs, lisent donc leurs textes, mais c'est bien. Eh bien, tu es vermoulu. La reconnaissance dans les lieux publics fonctionne parfaitement pour l'instant, tant qu'il y a encore Internet. Oh, salé. Pendant ce temps, indéniablement et sans relâche, l'essence de verre est en train de devenir un liquide rare, et le gaz et le pétrole brûlent rapidement. Merci Robert Madiar Provdi d'être une telle légende. Et bien sûr, de quoi parlait Madiar Provdi? Eh bien du bingo, mais pas du bingo de raffinerie de pétrole. Non, c'est un autre jeu de bingo. Nous parlons des sous-stations électriques de l'oblast de Moscou qui sont responsables du fait que Moscou ait de la lumière tout court. L'électricité. Et voici la carte de bingo pour vous. Arzamas Palajnikov, Vladimirovitch, Kaiman, Avabriansk-Lipetsk, frappés hier. Ce sont toutes des sous-stations, concentrées dans la région de Moscou. Madiar Provdi veut personnellement plonger Moscou dans l'obscurité. J'adore ça, jouons à ce bingo ensemble. L'infrastructure électrique russe entre dans une crise systémique avec un déficit de capacité de 25 gigawatts, soit 9% au total. Et cette crise s'aggrave à cause de la surcharge du réseau, de l'usure des équipements et des sanctions qui ont limité l'accès à la technologie. Le service de renseignement extérieur de l'Ukraine. Et vous pouvez voir que les points lumineux représentent devant les villes qui doivent apparaître en noir foncé sur cette carte. Et c'est pourquoi Madiar Provdi travaille. D'ailleurs, ne vous fiez pas seulement à ma parole. Ne vous fiez pas qu'à la parole de Provdi. Regardez la vidéo, c'était hier. Drones ukrainiens FB1, donc Firepoint, cette même entreprise qui fabrique le Flamingo. Qu'est-ce qu'est le Firepoint 5, ce sont les drones d'attaque longue portée. Firepoint 1. Ils détruisent la sous-station de Lipetsk. Badaboum, Madiar Provdi vous passe le bonjour. Badabim. Tchikiching. Un travail si magnifique, un travail si magnifique. Incroyable. Et je m'amuse bien ici, alors maintenant encore plus. Pour illustrer ce point sur l'objectif de plonger ces villes dans l'obscurité, je veux vous montrer une réaction en direct de ce qui se passe. En fait, les lumières sont allumées. Tout va bien. Une nuit russe ordinaire où des drones volent. Mais soudain, rien. Noirceur, obscurité. Extinction des feux. Cette station terminus a maintenant cessé de fonctionner. Il n'y a plus de lumière dans cette ville en particulier. Cela signifie que ça fonctionne. Vous pouvez également répandre cette sagesse dans d'autres villes russes. Mes amis, après que l'Ukraine aura gagné la guerre, la plupart des choses pourront être reconstruites. Mais il y a des choses qui sont perdues à jamais.
Slava Ukraini, mes amis. Maintenant, laissez-moi vous raconter une histoire assez folle. Vous pourriez penser que c'est un scénario hollywoodien. Nous avons un agent du GUR, ou GUR. Vous devriez l'appeler KUR, désolé, c'est la langue ukrainienne. Donc, un agent du KUR, la principale direction du renseignement des forces armées ukrainiennes. Leur opérateur près de Moscou prend une photo de 3 pipelines qui alimentent Moscou en pétrole, en carburant pour avions et en produits d'essence. Et il prend aussi en photo les agents de sécurité qui gardent ces 3 pipelines. Cette photo montre la sécurité privée russe qui garde le pipeline pour que personne ne leur fasse de mal. Par exemple, les explosés. Regardez la photo. Et voici la photo suivante avec les mêmes forces de sécurité et les pipelines, mais il y a des explosifs placés sur les pipelines. Vous savez où cela mène, mes amis. Ça se passe de commentaires. Je veux dire, ce film se regarde tout seul, en quelque sorte. Et nous avons un agent du direction principale du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine, ukrainien, avec une télécommande, parce que, bien sûr, il crée une jolie petite boule de feu. Plus de kérosène venant de Moscou, plus de pétrole, plus d'essence qui passe par ces oléoducs. C'est tout simplement magnifique. Ils vont en faire des films en mode test, ça va devenir une mission de Call of Duty dans 3 ans. Croyez-moi, c'est fou. Et les photos ne font qu'enfoncer le couteau dans la plaie. Ces gars sont censés protéger l'oléoduc, faire leur ronde et vérifier qu'il n'y a pas d'explosifs dessus. Le gaz a pris une photo d'eux et ensuite il a fait exploser l'oléoduc. À quel point ça peut être grave en Russie? Mon Dieu, oui. C'est très amusant aujourd'hui. Même le prochain sujet, je saute d'un sujet à l'autre parce qu'il y en a tellement et je ne veux rien oublier. Mais le prochain vient d'Estonie. Et je vis en Estonie. Nous avons une rivière, la rivière Narva, qui sépare notre beau pays et notre peuple de l'Orklande russe. Et sur cette rivière, Narva. Au poste frontière, nous avons vu un bateau des gardes-côtes russes avec un drapeau du groupe Wagner. Regardez ça. Il s'éloigne, hurrah vers l'horizon, avec le drapeau du groupe Wagner. Je pense que ces gardes-frontières en sont fiers et essaient de le faire savoir. Oh, Wagner. Mais c'est tellement étrange parce que Wagner a failli prendre Moscou, Brigorja avec sa bande a presque marché sur Moscou et changé le pouvoir en Russie. Donc je suis confus. Qu'est-ce qu'ils essaient de diffuser? Ils diffusent ça? Nous voulons prendre le pouvoir à Moscou et on commence ici? Et pourquoi est-ce que je parle? Je vais simplement laisser les chaînes officielles du ministère estonien des Affaires étrangères s'exprimer elles-mêmes. Wagner marche-t-il à nouveau sur Moscou ou commence-t-il par Saint-Pétersbourg cette fois? Difficile à dire. De notre côté, on dirait qu'ils ont déjà annexé les gardes-frontières russes. Qui sait? Et ils ont identifié le ministère des Affaires étrangères de Russie. J'adore qu'on puisse avoir cette ironie à travers les canaux officiels parce que c'est tellement stupide. Magouille. Ce n'est pas la fierté militaire russe, c'est Wagner le putsch, le coup qui a failli provoquer un coup d'État à Moscou. Et ils partagent, ils agitent ce drapeau, donc je ne sais pas s'ils sont pro-Poutine ou pro-Brigochine. C'est très étrange. Très bien mes amis, on devient sérieux maintenant parce qu'on va sur la ligne de front. Et comme je vous l'ai mentionné, des hélicoptères Black Hawk ont été utilisés pour déposer les forces spéciales du direction principale du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine au sol à Bakrovsk. Une vidéo existe à ce sujet. D'accord, nous allons y venir. Tout d'abord, la situation à Bakrovsk pour les Ukrainiens est extrêmement difficile, extrêmement tendue et compliquée. Ils ne sont pas encerclés, malgré les dires des Russes. C'est la vérité. Mais ils sont clairement encerclés sur 3 côtés. Et la logistique se fait presque exclusivement à pied. C'est vraiment dangereux. La zone est saturée de drones first-person view ukrainiens et russes. Tout ce que vous posez là-bas subit de lourdes pertes, même les forces spéciales. Opérateurs, c'est pourquoi cette opération. Mon cœur souffre pour eux, car je sais que ça aurait pu être un aller simple. Regardons. Nous savons combien la situation est grave pour les Ukrainiens. Regardez cette photo. C'était il y a 2 jours, le 1er novembre, nous voyons Boudanov ici, entrant dans la zone de Bokrovsk, le poste de commandement. Boudanov et aussi Syrski sont présents,
car il existe une vidéo de lui en présence de Boudanov. Ils sont personnellement arrivés pour superviser la retraite combattante depuis Bakrovsk. Donc si des gars de ce calibre sont présents ici, vous voyez à quel point les Ukrainiens prennent cela au sérieux. Et ne vous fiez pas seulement à ma parole. Nous allons maintenant regarder les images du débarquement des forces spéciales courts avec des hélicoptères Black Hawk qui leur ont été donnés par les Américains. Voici le vol. Les hélicoptères noirs volent très bas au-dessus de la zone de Bakrovsk. Nous examinerons les emplacements plus tard. Oui, passage à basse altitude au-dessus de cette route. Encore un. C'est dingue, mec. Tu n'accepterais plus du tout d'atterrissage d'hélicoptères dans cette guerre parce que les Russes ont essayé la première année de la guerre. La majorité d'entre eux, si eux, ont été abattus par les Ukrainiens. Je veux dire, bien sûr, on le sait tous. Avec ce qui s'est passé avec l'aérodrome à Kiev, où ils ont atterri, je veux dire, ils ont été réduits en miettes. Et maintenant, nous voyons cours ukrainiens le faire dans l'une des zones de combat les plus intenses, à Bakhmout. Ici, on peut voir les forces spéciales atterrir et courir immédiatement vers les lignes d'arbres. Mes amis, j'aimerais pouvoir dire qu'ils ont libéré toute la ville. Je ne peux pas, nous n'avons aucune information sur ce raid. Je vais vous lire les résumés les plus populaires de ce qui semble logique. Pourquoi ils l'ont fait? Mais il n'y a pas d'information officielle, c'est secret. Nous connaissons l'emplacement. Laissez-moi vous le dessiner. Ils ont atterri ici du côté nord-ouest de Bakrovsk. Et les opinions les plus populaires des blogueurs militaires disent que les débarquements ici servent à sécuriser ce côté nord-ouest de la ville, parce que les Russes sont très proches d'ici. Et comme vous pouvez le voir, cela relie la principale voie logistique vers la ville. Il existe d'autres routes, ainsi que quelques troisièmes ici. Elles sont toutes sous le feu ennemi. Mais elles ne peuvent pas être occupées par les ennemis. Sinon, la logistique serait complètement coupée de la ville. Mais pour l'instant, elle n'est pas coupée, c'est juste très dangereux. Donc ces forces spéciales sont envoyées là-bas pour garder cette zone ouverte, garder cette route ouverte, et peut-être aider à la retraite combattante des troupes ukrainiennes plus en profondeur. Je vais vous lire le résumé de ce raid pour que nous soyons sur la même longueur d'onde. Beaucoup disent « Les forces spéciales vont libérer ». Non, c'est un raid. Un raid n'est pas une contre-attaque, mais sert à garder des zones ouvertes et à fixer des unités ennemies. D'autres unités ukrainiennes peuvent donc quitter la poche, je vous le lis. Les forces spéciales aéroportées ukrainiennes de KOUR ont été insérées dans des zones urbaines contestées par des hélicoptères Black Hawk fournis par les États-Unis. Derrière la ligne 0. Maintenant, c'est faux. Ce n'était pas derrière la ligne 0. C'était un peu à l'extérieur de Bakrovsk, à la lisière de la ville, mais pas dans la zone contrôlée par les Russes. Des images de ces insertions circulent alors que des experts en OSIN débattent de la capacité des forces spéciales à stabiliser les flancs sans renfort mécanisé. C'est de ça que je parle. C'est là que les experts Open Source Intelligence de salon entrent en jeu. Je vais le répéter, les gens qui n'ont aucune expérience militaire ou qui ne savent pas comment fonctionne cette tactique, c'est un raid. Il y avait jusqu'à 4 hélicoptères, soit au plus 40 opérateurs des forces spéciales. Ce ne sera jamais une contre-attaque, une contre-offensive. C'est un raid pour gagner du temps, généralement. Pour fixer les forces ennemies, pour permettre à d'autres unités ukrainiennes de se replier, d'effectuer une retraite combattante ordonnée. C'est mon avis ici. C'était un raid, pas un prélude à une contre-attaque. Supervisé sur le terrain par le chef de direction principale du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine, Kirilo Boudanov. Ces raids d'élite visèrent les positions russes et les centres de commandement dans les districts nord et est, dans le but de perturber les infiltrations et de reprendre des positions. La Russie affirme avoir anéanti une équipe entière avec des drones et de l'artillerie lors d'un raid. Mais l'Ukraine a nié avoir subi des pertes et fait état de contre-attaques réussies, y compris des avancées brandies dans les zones orientales. La Russie a immédiatement publié une vidéo affirmant avoir éliminé ses agents sur le terrain. Ils ont montré un drone first-person view russe fonçant sur des soldats ukrainiens. Nous ne savons pas et nous ne pouvons pas confirmer s'il s'agissait de ces agents. Cela pourrait être une opération d'information. C'est ce que je ferai. Si l'ennemi publie une vidéo de ses forces spéciales dans ma ville, je lancerai aussitôt une opération d'information montrant les Américains les éliminant. Nous ne pouvons pas confirmer. Nous ne savons pas.
Mais la vérité ici que je ne peux pas cacher, c'est qu'il s'agit d'un raid très audacieux dans une zone aussi contestée qu'il est très probable que ce soit un aller simple. Ça me rend triste, mais c'est la réalité. Des combats intenses au fond rage dans le secteur de Bakrovsk, avec 157 affrontements signalés rien que le 31 octobre. Les forces russes, jusqu'à 170 000 hommes, ont continué leur avancée, utilisant des tactiques d'infiltration appelées mouvements browniens, où de petits groupes contournaient les lignes pour encercler les positions ukrainiennes. C'est tout à propos du raid ? J'aimerais pouvoir dire autre chose que la réalité, mais la réalité c'est que ces forces spéciales ont débarqué là-bas pour mobiliser le plus grand nombre d'unités ennemies possible. Ainsi, d'autres Ukrainiens plus enfoncés dans la poche peuvent se replier, mener une retraite en combattant. Mon évaluation de la situation dans la poche de Bakrovsk-Kirnokarad, c'est que les Ukrainiens vont effectuer une retraite en combattant hors de ces deux villes jumelles. Maximiser les pertes ennemies, mais se replier au final. L'objectif n'est pas de garder ces zones, mais de maximiser les pertes. Et de nombreux officiers ukrainiens réclament déjà depuis des semaines qu'ils devraient se le faire maintenant. Le repli devrait avoir lieu maintenant. Nous aurions dû quitter Bakrovsk hier, mais ce n'est pas comme ça que pense Sersky Boudarov. Et ils en savent bien plus que moi ou que ces officiers. Donc la chose la plus sage serait de leur faire confiance. Maintenant, passons à d'autres poches. Cette fois, les encerclements ukrainiens des forces russes près de Dobropilia. Vous pouvez les voir ici. Je veux vous lire un rapport à ce sujet. Puis nous évoquons un général démis de ses fonctions, illustrant la perception russe de ces poches de Dobropilia. Ils ne les aiment pas. Les forces ukrainiennes ont lancé une contre-offensive majeure près de Dobropilia, éliminant systématiquement les unités russes isolées et libérant des villages, dont Koucheriviar et Satichouk. L'opération a réussi en partie parce que les commandants ukrainiens ont avancé suffisamment lentement pour que les officiers russes continuent d'envoyer des rapports erronés à leur hiérarchie, affirmant que les positions restaient instables. Vous savez quoi ? On s'est toujours demandé pourquoi ces trois poches étaient restées ici aussi longtemps. Aussi longtemps, regardez-les. Elles sont là depuis près de 2 mois. Pourquoi les commandants ukrainiens progressent-ils si lentement ? Nous savons maintenant, car les Russes pensaient que tout était stable et l'ont signalé à leurs supérieurs. Lorsque le haut commandement russe s'en est finalement rendu compte, des poches entières étaient en train de s'effondrer. Simultanément, ils ont ordonné des contre-attaques mécanisées d'urgence près de Tchakov. Nous avons constaté cela la semaine dernière et auparavant, soudain les Russes ont utilisé d'énormes convois blindés. Pourquoi ? Eh bien, ils ont compris qu'il s'agissait d'un encerclement. Il faut sauver ces gars-là. 3 jours durant, les blindés russes ont progressé dans les champs de mines ukrainiens sous l'œil des drones. Le premier corps Azov à lui seul a signalé 1226 pertes russes, 23 véhicules blindés détruits, 130 autres véhicules perdus et 39 systèmes d'artillerie éliminés en une semaine. Rien que dans cette zone. Les tentatives de sauvetage ont complètement échoué. Les images de drones montrent des soldats russes abandonnés dans des fossés anti-chars. Ils sont entrés pour s'abriter. Devenus des cibles faciles depuis le ciel, les snipers ukrainiens postés dans les lignes d'arbres libérés continuaient de viser tout mouvement. La stratégie de la Russie, consistant à admettre les pertes sur le champ de bataille par le haut commandement, s'est retournée contre elle. Quand Moscou prit la mesure de la situation, les forces ukrainiennes avaient déjà fortifié leur défense, rendant chaque sauvetage encore plus coûteux. Regardez, je pourrais vous le lire et vous penseriez « D'accord, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ?» Des conneries ? Comment pouvez-vous le confirmer ? Eh bien parce que le chef de ce corps d'armée du côté russe, qui est responsable du fait que les soldats russes soient piégés dans cet encerclement, a été limogé par Gerasimov. Il ne l'aurait pas limogé s'il avait réussi. Il a été un échec total à Dobropilia. C'est pourquoi Gerasimov a limogé le commandant de la 51e armée interarmes, le lieutenant-général Sergueï Milchakov, ainsi que le commandant de la 132e brigade, le général-major Sergueï Naïmouchine, pour leurs échecs dans la direction de Dobropilia. C'est tout simplement magnifique, j'ai l'impression de voir un arc-en-ciel, c'est tellement beau. Et oui, avec cette excellente nouvelle. Eh bien, peut-être pas si excellente parce que chaque commandant que Gerasimov renvoie laisse la place à un autre commandant, qui pourrait être plus compétent, ce qui est mauvais.
Mais ce renvoi nous donne une idée de la façon dont les Russes perçoivent et analysent les encerclements de Dobropilia. Je pense qu'ils sont furieux. Mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je reviendrai pour vous mercredi. Abonnez-vous, car la moitié d'entre vous ne l'a pas fait. Je vous vois. Appuyez sur le bouton maintenant et vous serez avertis quand je publierai une vidéo. À mercredi. Mes amis slavo, ukrainiens et bye bye.